Radio J, la revue des revues. Alors la revue des revues, c'est bien sûr avec David Reynard. David, bonjour. Bonjour Lise. Alors ce matin, cher David, vous souhaitez nous parler de la revue Tsaphon, que je vais montrer, voilà, de la revue Tsaphon, seule revue d'études juives de province. Et Tsaphon en hébreu, ça veut dire le nord. Exactement. Alors, en effet, la revue est la seule revue juive d'études juives de province. Elle a été créée en 1989 en s'appuyant sur la section d'hébreu de l'université de Lille 3 par Jean-Marie et Daniel Delmer, à qui il a fallu tout l'attachement qui était le leur au monde juif pour élaborer, définir et réaliser ce projet éditorial. À la mort du professeur Jean-Marie Delmer, directeur de l'Institut de recherche en histoire des religions, voici déjà près d'un quart de siècle, Daniel Delmer, professeur émérite de l'université de Lille 3, a poursuivi la publication de Tsaphon après la constitution en 1998 de l'association Jean-Marie Delmer. Alors, David Reynard, quelle est la périodicité de la revue ? Alors, c'est une revue biannuelle d'études juives interdisciplinaires qui s'attache essentiellement aux textes bibliques et rabbiniques, à la religion et aux relations interreligieuses, à l'histoire du peuple juif, de l'Antiquité à nos jours, à l'histoire d'État d'Israël, à la littérature contemporaine juive et israélienne, et les aires géographiques concernées sont le Moyen-Orient et les lieux de diaspora juive. Dans le dernier numéro de la revue, on peut d'ailleurs parcourir le sommaire des 82 numéros publiés jusqu'à aujourd'hui, et aussi des 9 hors-série, et on est véritablement étonné par le large éventail d'articles sur les études juives et sur la littérature hébraïque. Alors il y a aussi dans Tsaphon un vrai désir de faire connaître les travaux des jeunes chercheurs. En effet, le désir de rendre compte de la recherche la plus pointue dans les domaines des études juives s'accompagne de celui de faire connaître les travaux des plus jeunes. Les articles concilient exigence universitaire et lisibilité. Ils sont écrits par des enseignants de Lille 3. Il y a aussi d'autres universités françaises, israéliennes ou étrangères, et aussi donc par de jeunes chercheurs. On trouve des résumés de master, des thèses, etc. Voilà. Alors, dans un article dans le dernier numéro de la revue s'intitule « Tsaphon tourne la page ». Quelle évolution de la revue souligne cet article en particulier ? Oui, Tsaphon tourne la page en effet en confiant la mise en page et la diffusion de la revue à l'université de Lille. Et la revue est rattachée à un laboratoire de recherche de l'université, mais les comités de rédaction et scientifiques restent inchangés. Alors, quel est le thème du dossier principal du numéro 82 que vous nous présentez aujourd'hui ? Alors, le dernier numéro est un numéro particulièrement riche et intéressant. Il porte sur les enjeux esthétiques dans la littérature après Auschwitz. Au commencement et l'interdit, nous gardons tous en mémoire la terrible injonction de Théodore Adorno, après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare. Et la question que pose le dossier donc tourne autour de: faut-il rapporter les faits, les événements fidèlement, ou peut-on écrire un récit fictionnel après Auschwitz ? L'esthétisme peut-il nourrir une littérature sur la Shoah ? L'éradication de tout un peuple peut-elle être source d'esthétisme ? Voilà autant de questions auxquelles le dossier de la revue essaye de répondre. Alors, on y trouve un texte sur l'écriture de la Shoah dans l'œuvre et la vie d'André Schwarzbart. Oui, André Schwarzbart est connu essentiellement pour Le Dernier des Justes. Oui, bien sûr. Le prix Concours 1959, l'une des premières œuvres de fiction sur la Shoah. Son héros est le peuple juif tout entier, qui est incarné dans une famille imaginaire exemplaire. Il s'agit pour l'auteur de prononcer le Kaddish à la mémoire de ceux qui furent privés de sépulture et restaurer un monde rayé de la carte dans sa triple dimension historique, culturelle et spirituelle. Dans l'esprit de son auteur, Le Dernier des Justes est comme un petit caillou blanc à la mémoire des disparus, l'un de ces cailloux que les Juifs déposent pour laisser une trace de leur passage, un signe qu'ils n'ont pas oublié leur mort. Aux yeux de Francine Kaufmann, qui est l'auteur de l'article, le roman d'André Schwarzbart est en premier lieu le substitut d'un Kaddish qu'André Schwarzbart ne peut se résoudre à prononcer. C'est très très fort. Alors par ailleurs, il faut souligner qu'il se préoccupe aussi des vivants.
Oui, vous avez raison, Lise. Dans plusieurs notes, André Schwarzbart affirme écrire pour continuer à faire vivre en lui et par lui ses morts dont il ne peut ni ne veut se séparer, mais dans le même temps, il souhaite aussi donner à la jeune génération une raison de vivre, une consolation, créer un final qui soit aussi un chant de vie. Alors, une œuvre antillaise sur l'esclavage noir a suivi le dernier des Justes. Exactement. Le cycle antillais dont l'écrivain entame plus tard la rédaction est en effet une façon d'aborder la Shoah de Billet et répond à un même souci de restitution, voire de réparation. L'œuvre est construite sur un principe similaire autour d'une famille archétypale. La Shoah, l'esclavage, l'exclusion sociale des vieillards en fin de vie sont préparés dans la vie quotidienne et rendus possibles par des comportements de non-respect de l'autre, de hiérarchisation des individus. Alors, on n'a pas su toujours voir l'unité profonde de l'œuvre d'André Schwarzbart. Oui, et l'auteur d'ailleurs a conclu très vite, trop vite d'ailleurs, à un échec de son travail d'écrivain. Très déçu par la réaction d'une partie de ses lecteurs, André Schwarzbart choisit le silence après 72. Il cesse de publier sans jamais cesser d'écrire. L'étude de milliers de ses notes manuscrites permet de se faire une idée de sa conception mouvante d'une écriture de la Shoah jusqu'à son décès en 2006. Puis j'ai juste envie de rajouter que son fils est un immense musicien de jazz. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est important de le dire aussi, une espèce de transmission par la musique. C'est intéressant. Alors, on peut aussi lire un beau texte sur les romans d'Aaron Appelfeld. Oui, on peut lire aussi dans la revue de Saphone, le dernier numéro, un texte qui s'intitule « Mémoire traumatique, corps et identité dans l'écriture d'Aaron Appelfeld ». Ce texte se concentre sur le sujet de la mémoire dans les 2 romans à caractère autobiographique de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, à savoir Histoire d'une vie et Le garçon qui voulait dormir, afin de montrer la manière dont l'écrivain représente ses souvenirs concernant la Seconde Guerre mondiale, en mettant en relief l'analyse de la mémoire du corps. Oui, donc Aaron Appelfeld, qu'on ne présente plus, mais qu'on encourage à lire, à relire et à transmettre. Il est aussi, dans ce numéro de Tsaphone, David Reinhardt, question du livre « Le sang du ciel », une nouvelle façon de témoigner du génocide juif. Oui, c'est le sang du ciel ou l'expérience poétique d'un survivant par Juliette Adams. Avec Le sang du ciel, publié en 1961, Piotr Ravitch participe au changement générique et esthétique qui s'opère dans l'histoire de la littérature de la Shoah. Le témoignage direct devient un fait littéraire. En faisant de son expérience de la guerre un roman, Piotr Ravitch livre non seulement une nouvelle façon de témoigner du génocide juif, mais aussi une réflexion sur la langue, sur le genre du témoignage et sur le statut de survivant. Alors, un texte de la revue concerne aussi la présence muette de la Shoah dans l'œuvre de W.G. Sebald. Alors, en parlant de l'œuvre de Sebald, des chercheurs soulignent en effet la présence muette de la Shoah et que le sujet reste abordé chez lui plutôt de manière oblique. C'est précisément cette perspective oblique qui intéresse Atinati Mamachashvili dans son texte « L'homme survivant, un revenant indésirable » à travers 2 œuvres, La lune noircie de l'écrivaine luxembourgeoise Annie Scholz et Les miroirs d'Ostende de l'auteur belge Paul Williams. Alors enfin, dans Tsaphone, on trouve un texte sur la manière d'aborder le tragique par le biais du comique. Racontez-nous. Ah oui, alors le texte s'intitule « Le tragique par le comique ». Ce texte étudie le recours à l'humour pour mettre en scène l'Holocauste dans les pièces Les Cannibales en 68 de Georges Tabori et Himmelweg en 2003 de Juan Mayorga. Himmelweg, c'est de l'allemand. Hein. Oui, pardon. Heureusement que vous êtes là. Oui, heureusement. Ma prononciation Himmelweg. Oui. Dans les Cannibales, le chemin du ciel. Le chemin du ciel. Dans Les Cannibales de Georges Tabori, le dramaturge fait le choix de l'humour et du burlesque, mais ce recours à l'humour doit être perçu comme un positionnement de l'auteur par rapport à la réalité génocidaire, éprouvé comme indicible, plutôt que comme une réelle volonté de s'inscrire dans le genre comique. La plaisanterie, si vous voulez, est comme une bouée de sauvetage et non pas une fuite devant la réalité. Alors, contrairement à Tabori, Mayorga met en scène avec Himmelweg un événement historique et détaillé. Oui, si l'œuvre de Tabori est avec Les Cannibales plus une farce noire,
Himmelweg se situe du côté du théâtre de l'absurde. Résumons synthétiquement les faits. En 1943 et en 1944, Maurice Rossel, qui est alors délégué de la Croix-Rouge, visite Auschwitz et Térésine pour rendre compte à la communauté internationale des conditions de vie et d'hygiène des déportés qui y vivent. Mais de Rossel, le délégué, ne voit rien. Et depuis, on n'arrête pas de se demander comment une telle négligence est-elle possible? Comment n'a-t-il rien vu? Alors, la raison est simple et relève assurément du grotesque, car dès que les nazis ont connaissance de la visite de Rossel, ils ont immédiatement commencé à mettre en œuvre une gigantesque opération de maquillage visuel. Ils ont repeint la façade de quelques bâtiments, ils ont caché les déportés les plus affaiblis, ils ont même réussi à convaincre un groupe de déportés de prendre activement part à la mascarade, à l'instar d'acteurs, pour simuler devant Rossel une calme journée type dans le camp. Claude Lanzmann avait réalisé un entretien avec le délégué de la Croix-Rouge. Oui. Alors, c'est justement en prenant connaissance du film de Lanzmann, Un vivant qui passe, en 1997, que Mayorga décide de rédiger Himmelweg. C'est la représentation... j'ai mal prononcé, hein, Lise, je crois. Oui, très. Himmelweg. Himmelweg. C'est la représentation d'une représentation de la farce que Rossel n'a pas su reconnaître, la représentation d'un mensonge, d'une opération de sabotage de l'histoire, si vous voulez. Et cela au détriment d'un humour parfois difficile à déchiffrer pour le public, avec des anti-héros absurdes, dans la mesure où ils sont dans un niveau d'aliénation tel qu'ils parviennent à côtoyer le mal, le délégué de la Croix-Rouge par exemple, qui ne reconnaît pas la mascarade organisée par les nazis tout autour de lui, sans même donner l'impression de s'en apercevoir. Pourtant, tous les indices étaient là, il suffisait de voir ou pas. Oui, alors les déportés transformés pour l'occasion en acteurs improvisés qui semblaient parler comme des automates, la gare qui sentait la peinture fraîche, tout en effet était déjà là, vous avez raison. Mais le problème est que le délégué Rossel, lors de sa visite, préfère croire à ce qu'on lui dit. Il n'ouvre pas de porte, il se laisse distraire parce que les nazis voulaient qu'il regarde sans même réussir à imaginer qu'au-delà de cette façade, il puisse exister une autre réalité. D'où le rapprochement qu'on peut établir avec la thèse de la banalité du mal de Hannah Arendt, étant donné que sans s'en apercevoir, ce personnage du délégué s'est rendu complice d'un des plus grands crimes contre l'humanité. Le sans s'en apercevoir, faut y réfléchir. Il n'y a pas matière à rire dans cette tragédie. C'est pourquoi... Oui, on peut parler chez Mayorga d'un sacrifice du rire, dans le sens où l'on ne rit pas, mais où l'on se limite tout au plus à regarder consterné, bouche bée, les déportés collaborer avec leurs bourreaux, tenter de jouer la comédie dans un camp où l'on voit le commandant du camp, le bourreau, discuter avec Gottfried, la victime, au sujet de la maladresse récitative des déportés acteurs lors de leur première série de répétitions en vue de la mascarade finale. Alors, il y aurait donc un type d'art comique approprié face aux barbaries ? Un art comique sur l'Holocauste peut et doit exister, c'est ce que dit l'auteur de l'article dans la revue. L'art tel que je le comprends est antilittéraire, écrivait Varlam Chalamov, un rescapé des goulags. Pour lui, témoin d'un massacre, seul un art antilittéraire, c'est-à-dire un art aveugle au beau, à l'idéal de la forme, pouvait désormais se montrer à la hauteur de l'indicibilité des nouvelles barbaries. De même, on pourrait dire qu'aujourd'hui, avec Auschwitz, le seul art comique encore possible doit être porteur de quelque chose qui met en question le comique lui-même. Alors enfin, Daniel Delmer reconstitue dans son article le sort sous Vichy de 18 travailleurs juifs de Lille. Toujours dans le dernier numéro de Tzafon, en effet, à l'été 1942, 18 juifs de Lille, nord de la France, furent employés comme bûcherons dans le chantier de Champaubert-au-Bois dans la Marne. Très vite, ils décidèrent de ne pas rentrer lors de la permission de sortie et ont rejoint leur famille. Certains ont pu la retrouver, d'autres ont constaté leur disparition suite à la rafle du 11 septembre 1942. Et ces parcours montrent que les Juifs ont résisté à l'extermination et ont pris leur sort en main en fuyant le chantier, puis à leur retour en se cachant. Merci beaucoup David Reynard, c'est le dernier numéro 82 de Tzafon. Voilà, on le montre. Et c'est cette revue d'études juives du Nord. Merci de nous l'avoir présentée. Merci à vous, Lise. Et on vous retrouve très vite sur Radio J pour une nouvelle émission, la revue des revues.